Alors, une petite minute de recontextualisation avant de donner la parole à nos invités. Je vous rappelle que le 6 août dernier, en France, un décret a été publié au Journal officiel pour autoriser enfin quelque chose de très attendu par le marché télévisuel français, qui était effectivement la possibilité désormais de cibler des messages publicitaires en fonction des téléspectateurs. La publicité segmentée, courte définition, cela consiste à substituer un spot publicitaire de la télévision linéaire par un autre spot publicitaire qui s'adresse à une cible précise en fonction de sa géolocalisation. Concrètement, comment ça marche? Un écran publicitaire se lance avec plusieurs spots. De manière dynamique, la publicité segmentée prévoit qu'un ou plusieurs de ces spots pourront être remplacés par un spot ciblé. Ça veut dire quoi concrètement? Que demain, vous n'aurez probablement pas le même spot publicitaire que votre voisin. Je caricature à peine, on le verra plus tard. Pour parler de tout cela ce matin, j'accueille donc mes 3 invités. D'abord une chaîne forcément, et quand je dis une chaîne, je veux dire des chaînes, avec France Télévisions, représentée par Vincent Salini, directeur commercial numérique. Bonjour Vincent. Bonjour, bonjour. Alors, ensuite, évidemment, un opérateur, puisque aujourd'hui, ce décret amène une collaboration inédite et un nouvel acteur qui est l'opérateur de télécommunications. Nous avons donc demandé à Bouygues Télécom de venir participer à ce webinaire. Il sera représenté par Christophe Philippe, Head of Advanced Data and Advertising. Alors, vous avez 2 personnes sur un écran. Donc, j'ai demandé à Christophe, pour que vous puissiez tout de suite le repérer, de se manifester et de nous dire bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Et enfin, François-Xavier Leray, directeur général France et Belgique de The Trade Desk, avec qui nous co-organisons ce webinaire et qui nous explicitera toutes les perspectives de ciblage et éventuellement de processus d'achat, comme nous le verrons, que cette nouveauté juridique et publicitaire intègre. Alors, première question, messieurs, forcément, pourquoi ce décret était si attendu par le marché de la télévision? Je vais donner la parole d'abord à Vincent, puisque forcément, les chaînes sont les premières concernées et étaient les premières à réclamer cela. Merci Vanina. Alors oui, on l'attendait avec impatience pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est pas un scoop. Notre univers de concurrence a fortement évolué. Il n'est plus le même du tout aujourd'hui qu'il ne l'a été dans le passé. Et un passé qui remonte à quelques années, voire quelques mois, parce qu'il est en perpétuelle évolution. Or, le décret relatif aux principes généraux de la publicité en télé avait peu évolué depuis 1992 et notamment n'avait jamais pris en compte l'existence d'un nouvel univers de concurrence et notamment de tout l'écosystème digital. Or, c'est pas non plus un scoop, il y a une hégémonie de certains acteurs sur le marché de la publicité digitale, je pense notamment aux plateformes, et cette hégémonie, elle s'est notamment articulée autour de 3 piliers, la puissance, le ciblage et la simplification. Et nous, groupe audiovisuel, on n'a pas à rougir en termes de puissance, vous l'avez vu, j'imagine, et durant le confinement, la DU, la durée d'écoute individuelle, a continué de progresser fortement. On a atteint des niveaux jusqu'alors jamais vus en télévision. La simplification, on a fait beaucoup d'évolutions, tous les groupes audiovisuels, pour accélérer dans l'automatisation du mode transactionnel de l'achat publicitaire. Et puis, il nous manquait un dernier pilier qui était le ciblage. Et en effet, grâce à ce décret, et vous l'avez rappelé, Vanina, notamment la capacité de proposer de la publicité ciblée, on va enfin pouvoir, entre guillemets, lutter à armes égales et une certaine équité par rapport à ce nouvel univers de concurrence qui encore une fois, a fortement évolué. François-Xavier et Christophe, vous êtes ensemble, ça tombe bien. Vous me confirmez cette urgence de rééquilibrage? Je vais peut-être d'abord donner la parole à François-Xavier pour éviter de prendre la parole en même temps. Merci Vanina. Je reprendrai exactement j'appuie totalement les propos de Vincent quant à la modification de l'univers de concurrence. Il est clair que l'univers de concurrence des chaînes de télévision a énormément changé au cours des dernières années. Les concurrents des chaînes ne sont plus les autres chaînes de télévision, mais effectivement les plateformes GAFA, enfin, on les appelle les GAFA, les plateformes digitales que l'on voit grossir de plus en plus et qui opèrent un véritable raz-de-marée sur le marché de la publicité. L'enjeu donc du coup pour ces chaînes de télévision historiques est désormais de se battre à armes égales avec ces nouvelles plateformes et donc de capitaliser sur les données et la plateformisation de leurs achats.
Et ça, je pense que c'est un véritable challenge dont les chaînes de télévision ont pris conscience. Et on constate effectivement ce changement actuellement. Les modèles économiques sont différents également, et donc cette capacité de ciblage que va permettre la télévision segmentée va permettre effectivement à ces acteurs de pouvoir être opérés à armes égales face à ces acteurs américains et plateformes américaines. Alors, je vous coupe 2 minutes. On est en train de me dire sur le chat qu'on ne m'entend pas. Est-ce que c'est toujours le cas? Si Romain peut nous aider. Le son est OK. OK, parfait. Bon, bah alors je suis désolée pour les gens qui ont eu un problème de son. J'espère qu'on va pouvoir les réaccueillir de nouveau très vite. Christophe, excusez-moi de vous avoir interrompu. Vous alliez prendre la parole. Alors, est-ce que ce décret était urgent et si oui, en quoi? Alors, nous, de notre point de vue, parce qu'encore une fois, nous, on a un rôle un peu particulier, on en parlera plus tard. Nous, il fallait que ça se fasse vite parce qu'on le voit sur les usages de nos box. Il y a un usage croissant de tout ce qui est OTT, de Netflix, Amazon Vidéo, etc. Et donc, nous, on voit aussi, d'ailleurs, on l'a vu avec Amazon qui se positionne sur des événements sportifs, type Roland-Garros ou des matchs amicaux cet été, côté foot et dans notre pays. Donc, nous, en tant qu'acteur historique, il fallait qu'on soit prêt pour répondre aux besoins du marché, avec ce décret, où en tant qu'opérateur, on doit être présent et être prêt. Et c'est maintenant ou jamais, quelque part. Alors du coup, je me permets moi ici de rappeler quelque chose qui va corroborer vos propos. L'autorité de la concurrence s'était elle-même prononcée dans le sens des propos de Vincent le 21 février 2019. Alors je vais vous permettre de lire les termes de la décision qu'elle a rendue parce que je trouve ça relativement intéressant. Elle a estimé que la publicité ciblée était nécessaire pour les acteurs historiques afin, je cite, donc ce qu'elle a dit texto, de rétablir une forme d'équité des règles du jeu concurrentiel avec des acteurs type Netflix qui se développent en étant soumis à aucune règle. Alors, à propos de règles, j'ai envie de redonner la parole à Vincent parce que je sais qu'en ce moment, c'est un grand marathon de présentation pour lancer sa prochaine offre commerciale adressable.tv. Donc, il a l'habitude de cet exercice-là. J'aimerais expliquer à nos webinautes quel est le contenu exact de ce décret. Alors, merci Vanina. En effet, on a l'occasion de présenter notre nouvelle offre, adressable.tv, qui est la première offre de télé segmentée en France. Et c'est vrai qu'on essaie de faire preuve de pédagogie, puisque naturellement, il n'y a pas de référent actuellement en France. Et donc, peut-être illustrer mes propos avec une petite présentation qui rappelle 3 points. À gauche, le cadre réglementaire, au milieu, le cadre marché, qui a été acté entre les acteurs du SNPTV, les régies publicitaires des différents groupes audiovisuels, et enfin à droite le cadre technique. Si on fait référence au cadre réglementaire, Vanina, donc vous l'avez rappelé lors de la définition, donc c'est la possibilité de différencier le flux live télé sur la publicité. Alors la particularité, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de limite dans la nature et la granularité des datas. Vanina, vous avez fait notamment référence au ciblage géographique. Ça sera naturellement une des opportunités et probablement une attente forte du marché publicitaire, mais on aura l'occasion, et je pense qu'on y reviendra ensuite, d'explorer d'autres formes de data grâce notamment aux opérateurs, et Christophe en parlera également. Le deuxième point, c'est la contrainte entre guillemets de temps, puisqu'on aura la possibilité d'effectuer 2 minutes de publicité segmentée en moyenne par heure, et 4 pour les décrochages, notamment de France 3 Région, et 6 max pour 1 heure d'horloge donnée. Le troisième point principal dans le cadre réglementaire, c'est l'interdiction de mentionner l'adresse, une identification locale explicite, à l'exception près des décrochages régionaux. Donc, en d'autres termes, sur une chaîne comme France 2, TF1 ou M6, nous n'aurons pas la possibilité de mentionner, de faire un repiquage adresse. En revanche, sur les décrochages éditoriaux régionaux, donc je pense naturellement à France 3 Région ou d'autres chaînes qui auraient des décrochages régionaux, on aura cette possibilité. Et puis, naturellement, ça se fait qu'à la condition de demander un opt-in explicite à l'utilisateur. Ça, on y reviendra sur le process, j'imagine, dans le cadre de ce webinaire, donc dans le respect, bien évidemment, du RGPD. Au milieu, vous avez le cadre marché, c'est-à-dire on a décidé entre acteurs de la profession d'opérer une substitution qui soit opérée spot à spot.
En d'autres termes, on aurait pu imaginer que ce soit un écran composé de différents spots qui soient substitués pour la télévision segmentée. Ce sera effectué spot à spot. Le deuxième point, c'est on parle de la télévision avec des exigences qualitatives extrêmement importantes et naturellement, il faut que la qualité de la substitution soit invisible à l'œil nu à l'image près. Et donc ça, c'est notamment un challenge important entre l'ensemble des acteurs et je pense naturellement aux opérateurs. Le spot, il sera adservé. Donc là, on voit vraiment la convergence des deux mondes. Hein. Quand on parle de télévision segmentée, on fait souvent écho au meilleur des deux mondes, la puissance de la télé et la granularité de ciblage du digital. On sera sur un modèle qui s'apparente à celui digital avec un ad-serving et puis surtout une monnaie d'échange qui sera le coût pour 1000, le fameux CPM. Et puis le dernier point, c'est que les régies publicitaires conservent la maîtrise intégrale de l'ad decisioning, c'est vraiment les régies France Télévisions Publicité, M6 Publicité ou TF1 Publicité, pour ne citer qu'elles, qui vont choisir de substituer tel spot au profit de tel autre, etc. Et puis vont naturellement gérer la monétisation de ces audiences. Et puis à droite, vous avez le cadre technique, et donc ça, Christophe pourra naturellement illustrer mes propos. Donc, c'est ce qu'on a appelé le MVP, donc qui va démarrer dès le mois de janvier pour une durée de 6 à 9 mois. Et donc là, on a un parc éligible qui devrait être aux alentours de 4,5 à 5 millions de box foyers éligibles. Ça représente à peu près 15% de l'audience télé linéaire avant opt-in. On aura au maximum, durant cette phase, un spot par écran. Donc ça, c'est vraiment lié au cadre technique, puisqu'il n'y a pas de cadre réglementaire, de restriction réglementaire là-dessus. On a décidé de ne pas décrocher le premier spot de chacun des écrans. Et puis enfin, dernière restriction, pareil, qui est liée au cadre technique, mais pas au cadre réglementaire, il n'y aura pas de publicité segmentée entre 19h et 23h. Voilà sur les principaux enseignements, les principales règles. Et encore une fois, il y a 3 cadres, le cadre réglementaire, le cadre marché qu'on a défini et enfin le cadre technique, ce fameux MVP qui démarre de janvier à peu près septembre, août 2021. Et puis nous, dans ce cadre-là, juste pour conclure, c'est vrai vu qu'on a avancé avec 2 opérateurs, Bouygues Télécom que représente Christophe et puis également Orange, on a une première phase qu'on a qualifiée de pilote qui démarre là dès le mois de novembre. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup Vincent. Je redis aux webinautes de ne pas hésiter à poser vos questions même en amont pour qu'on puisse les préparer et les classifier pour la fin et qu'on puisse tenter d'y répondre au maximum. Pour revenir au décret, donc il introduit un nouvel acteur qui est l'opérateur de télécommunications. Donc là, j'ai demandé à Christophe de nous expliquer quel est l'enjeu de cette nouvelle collaboration totalement inédite avec les chaînes de télévision et comment vont se répartir les rôles entre chaînes et opérateurs. Voilà. Mais comme vous le disiez, ce qui est extrêmement intéressant dans ce projet, c'est ce partage des rôles. Puisque parfois, sur d'autres marchés, la télé segmentée existe. C'est le cas, par exemple, sur le marché américain. Mais sur le marché américain, c'est des minutes opérateurs. Là, on est vraiment avec un partage des rôles entre les opérateurs. Mais, par définition, nous avons l'accès aux clients, hein, puisque c'est nos clients. Donc, on a un rôle de collecte de consentement, puisque pour éviter la facture du consentement, on considère que c'est à l'opérateur de collecter le consentement pour l'ensemble des chaînes que nous proposons dans nos bouquets. On collecte aussi, on a accès à la donnée, on a accès à toutes les informations qui permettront sur la box de créer des segments, on en parlera un peu plus tard côté data. Et évidemment, on fait le service de substitution, c'est-à-dire qu'on gère toute l'infrastructure et le switch de manière invisible. Alors même si dans le décret d'ailleurs, le spot devra être, on devra informer les clients qu'on est sur un spot substitué. Pour le coup, ça ne doit pas se voir, hormis information sur le spot. Voilà. Donc, on a ce change technique. Évidemment, côté chaîne, comme Vincent l'indiquait plus tôt, c'est la chaîne qui maîtrise complètement son inventaire. Et donc, c'est aussi ça qui est extrêmement intéressant, c'est cette capacité à avoir l'opérateur qui discute avec la chaîne pour faire la bonne substitution au bon moment, au bon endroit. Voilà. Après, pardon. Non, je vous en prie. Moi, je voulais aussi, on a parlé pendant la préparation du fait que c'était quelque chose de… je vous ai demandé si on pouvait s'inspirer des exemples étrangers. Vous m'avez expliqué qu'il était extrêmement compliqué de le faire parce que notre schéma français était très spécifique. Voilà, donc je voulais juste voir, la télé adressée existe aujourd'hui sur d'autres marchés. En quoi ça va être totalement neuf, si vous avez bien sûr terminé de détailler la différence des rôles.
là où c'est déjà un particulier le marché français, c'est qu'on a une pénétration de 58%, d'après le CSA, de consommation de la télé via l'IPTV, via les box opérateurs. Et en plus, c'est en croissance, puisque, comme on le voit actuellement, il y a une explosion de la fibre, de la capacité de la couverture fibre, qui fait que de toute façon, ce qu'on voit, nous, c'est plutôt une forte croissance sur les usages des box pour consommer la télé. Ça, c'est le premier point. Après, comme je le disais en intro, souvent sur d'autres marchés, c'est des minutes opérateurs. C'est-à-dire que c'est des opérateurs qui commercialisent 2 minutes ou 1 minute par heure c'est le cas aux États-Unis, où c'est AT&T, Comcast, etc., qui vont monétiser ces minutes. Donc, qui maîtrisent la chaîne de bout en bout. Là où le challenge, il est unique un peu au monde côté français, c'est que quelques minutes avant la substitution, avant le break de pub, pardon, on va demander techniquement avec nos ad serveurs, l'ad serveur de l'opérateur et l'ad serveur des chaînes, quelle substitution on doit faire. Et donc, par exemple, pour nous, il y a eu une nouveauté côté Bouygues Télécom. On n'avait pas forcément une culture ad tech forte. On n'a pas de régie publicitaire, d'ailleurs, on n'a pas de régie côté Bouygues. Et donc, on a, par exemple, travaillé sur les aspects techniques. On a noué des partenariats avec SFBX pour la partie consentement, qui est une CMP française. On travaille nos partenariats avec Weborama sur la partie data et LiveRamp aussi, où on a fait des annonces récemment sur Data Plus Math pour aussi aider à la mesure de la télé linéaire et puis demain la télé segmentée. Un partenariat aussi avec Google sur l'aspect ad serving, qui est vraiment un partenariat purement technique, voilà, puisqu'on avait besoin aussi d'avoir une techno robuste pour pouvoir gérer tout ce qui était ad serving des spots et transmettre les informations aux chaînes. Voilà, donc ce travail-là, en fait, qui est nouveau pour nous. Et aussi, on a une séparation claire des rôles. Hein. Nous, on collecte des consentements, c'est nos clients. On s'assure qu'il y a une expérience sans problème, puisqu'évidemment, s'il y a un souci, c'est plutôt les opérateurs qui vont être contactés par les utilisateurs de la box. Et on s'assure aussi qu'on répond aux besoins business des chaînes qui ont la maîtrise complète de l'inventaire. Alors, toujours sur cette répartition, je profite du fait qu'on est dans ce sujet, parce que j'ai 2 questions. Donc, ça va être un sujet récurrent d'Eric Ravary et Hamza Kawi, qui me demandent le modèle de partage de valeur entre les télés et les opérateurs. Voilà, comment est géré le partage de revenus business, modèle entre opérateurs et broadcasters? Ce sont des données confidentielles. D'accord, on y aura répondu. Parfait. Alors, pour reprendre le fil de notre discussion, j'aurais souhaité connaître le potentiel exact de ce nouveau marché publicitaire. Qu'est-ce que ça va représenter exactement, Vincent, voilà, en termes d'opportunités pour ce marché publicitaire? Alors, déjà, c'est vrai donc là, on en a parlé notamment des box. Et ce qui est vrai, c'est la spécificité du marché français. Christophe le soulevait. Les box représentent à peu près 60% de la consommation linéaire télé. Donc, ça va être le premier mode de réception avec lequel on avance. Et donc, c'est notamment le sujet sur nos premières offres. Après, il y aura également l'univers TNT, puisque il y a encore à peu près 30% des Français qui consomment la télévision linéaire via le mode de réception TNT. Et là, on aura également la possibilité de faire de la publicité segmentée, à l'exception près que ça sera que de la géographique, du ciblage géographique au pylône. Donc là, la promesse qu'on évoquait, Vanina, en premier lieu, en disant que on ne verra pas la même publicité que notre voisin de palier, ça sera le cas pour les box opérateurs, ça ne sera pas le cas pour l'univers TNT, puisque là, ça sera via le prisme de la géologue. Et le dernier point, ça sera en effet l'univers satellite, mais qui représente environ 10%. Donc là, on va avoir de toute façon une montée en progressive du parc éligible à la publicité segmentée. Après, en termes d'opportunités business, si c'était le sujet de votre question, Vanina, alors c'est difficile de le chiffrer. Il y a un certain nombre d'études depuis maintenant 2-3 ans qui circulent sur le marché français, qui évaluent entre 200 et 300 millions d'euros à horizon 2-3 ans sur le marché de la publicité segmentée. Donc, on verra bien évidemment dans le futur si ces prévisions s'avèrent réelles. Après, ce qui est intéressant, c'est que nous, ça nous permet de toucher, de proposer de nouvelles opportunités de business, surtout à des nouveaux annonceurs. Et donc, on a bien identifié, il y a 3, typologies d'annonceurs qui sont susceptibles d'être intéressés. Je pense naturellement aux annonceurs locaux. Sur le marché français, il y a à peu près 4500 annonceurs à l'échelle nationale.
il y en a plus de 10 fois plus sur la partie locale. On parle à peu près de 60 000 annonceurs d'un point de vue local. Donc, typiquement, c'est la possibilité à un annonceur qui a une logique qui couvre qu'une zone géographique de bien évidemment pouvoir toucher que cette zone géographique, éviter naturellement la déperdition d'un flux linéaire télé qui est adressé à l'ensemble des foyers français. Donc ça, c'est clairement la première opportunité de business. Et quand on voit un peu les marchés étrangers qui ont une avance sur nous, puisque je pense notamment au UK, c'est le principal axe, c'est en effet la géoloc. La deuxième typologie d'annonceurs, c'est des nouveaux annonceurs, c'est-à-dire des inactifs télé, mais qui, pour le coup, vont utiliser la publicité segmentée comme ils le font très bien sur l'environnement numérique, avec naturellement des ciblages qui vont être ce qu'on va appeler des ciblages digital-like, hein, c'est-à-dire via le prisme d'une audience comportementale, navigationnelle ou autre centre d'intérêt. Donc ça, c'est des opportunités de ciblage qu'ils ont dès aujourd'hui sur les plateformes, sur nos environnements numériques et qui n'avaient pas la possibilité d'effectuer sur la partie télé. Et puis le troisième, c'est sans oublier naturellement, c'est des annonceurs qui sont déjà actifs télé, mais qui vont voir la possibilité d'optimiser leur prise de parole actuelle en optimisant le ciblage, en réduisant mécaniquement la déperdition sur certaines cibles tactiques. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que là, on est en train en effet, comme vous l'avez dit, Vanina, de présenter ces nouvelles opportunités. Et on voit bien que ces trois typologies d'annonceurs, on les retrouve dans les attentes de nos clients, dans les attentes des agences, etc. Donc, c'est vraiment un nouveau champ des possibles. Et puis, surtout, le dernier point qui est non négligeable, c'est qu'on aura un ticket d'entrée qui sera naturellement beaucoup plus accessible, puisqu'on sera à l'impression, hein, on l'a dit, hein, la monnaie d'échange sera le coût pour 1000, celle du digital. Donc, on sera sur des impressions publicitaires, sur une cible déterminée, un segment déterminé. Et donc, du coup, on va abaisser sensiblement le ticket d'entrée du média télé. Et donc, naturellement, ça va nous permettre de couvrir un champ d'annonceurs beaucoup plus important, ceux qui n'avaient pas les moyens de s'offrir, entre guillemets, une campagne de publicité télé. D'accord. Alors, autre chose dont effectivement, je vois que les questions commencent à fuser et qui est quand même un des sujets majeurs de ce décret, c'est le ciblage. On me demande, voilà, Alexandre Canu, quelle possibilité de ciblage, différence de KPI, niveau de demande. J'ai encore une autre question. Envisagez-vous des partenariats avec des retailers pour qualifier des profils des consos d'audience? Bref, qu'en est-il? Alors, je répète quelque chose qui était quand même important que j'ai signifié en introduction. Aujourd'hui, le décret n'impose aucune restriction spécifique en termes de ciblage. Les intervenants modéreront probablement mon propos, mais il n'y a pas de limitation explicite et contraignante. Donc, quelles sont aujourd'hui les opportunités en termes de ciblage? Je vais redonner la parole à Christophe Philippe pour Bouygues Télécom, puisqu'on sait que c'est l'opérateur qui gérera l'accès à la donnée et sa fourniture, en tout cas pour l'annonceur, sa manipulation et son bénéfice. Alors, je confirme, il n'y a pas de restriction dans le décret. Hein. C'est-à-dire que même si on ne peut pas mettre d'adresse sur les créations, on peut faire un ciblage très très fin au niveau local. Évidemment, sous le respect de la privacité de nos clients, de la GDPR et des guidelines de la CNIL. Ça, il n'y a pas de toute façon, ce n'est pas un sujet. Évidemment, on respectera tous ces aspects réglementaires et juridiques. Après, on a travaillé avec le SNPTV, donc la F2M, l'ensemble des opérateurs et le SNPTV, on travaille ensemble pour définir les segments data communs, en tout cas qui seront communs entre opérateurs pour que ce soit simple pour les annonceurs et pour les régies pour accéder à la data. Il y a 3 grandes catégories. Il y a évidemment, Vincent en parlait, le géographique. Hein, donc on pourra aller au code postal, à l'IRIS, etc. en termes de ciblage géographique. Des données d'usage, évidemment, on collecte. C'est des demandes de chaîne, du petit consommateur, petit, moyen, gros consommateur télé, ce type de données. Et aussi tout ce qui est croisement de données tierces. Donc, on a des partenariats, où on va nouer des partenariats avec des acteurs de type LiveRamp, Hermès ou Graphinium, par exemple, pour pouvoir en fait onboarder la data tierce. Data tierce, ça veut dire soit de la data annonceur. Je prends un exemple assez basique, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Je veux cibler mes clients ou mes prospects avec une offre différente. Eh bien, on va onboarder la data CRM d'un annonceur
pour permettre ce ciblage en TV segmenté, ou alors via des accords avec des retailers ou d'autres types fournisseurs de données, on peut imaginer d'avoir des ciblages sur de la donnée Carrefour, je cite comme ça, hein, évidemment, ou sur la donnée 3A que fournirait LiveRamp, par exemple, pour la partie voiture. Voilà. Après, ma prédiction, c'est qu'on va avoir beaucoup de géographique au début pour justement tous les nouveaux entrants. Et quand Vincent citait Sky, au UK, il y a 50% d'annonceurs, de nouveaux entrants qui sont entrés en télé via la TV segmentée, et il y a beaucoup d'annonceurs locaux. Et aussi beaucoup de sermon boarding. Pourquoi? Parce que on aura des sujets d'optimisation, soit des plans de télé, soit du message, puisqu'on a vu, il y a même des offres là qui sont sorties côté CGV Télé sur de la DCO. On peut aussi imaginer de substituer un spot d'un annonceur par un spot du même annonceur, mais un spot qui sera adapté au ciblage que l'annonceur aura décidé. Je le confirme parce qu'on va en avoir très prochainement. Il y a un autre point, alors j'ai pas beaucoup de questions sur le sujet, mais je le trouve quand même intéressant à rappeler, c'est le consentement. Donc le ciblage publicitaire télévisuel va être soumis comme d'autres ciblages au RGPD, ça veut dire au recueil d'un consentement libre et éclairé. Il revient aujourd'hui à l'opérateur. Voilà, j'aurais souhaité savoir comment vous comptiez procéder. J'en profite également pour répondre, parce que pour moi ça a été évoqué dans le décret, mais on peut le rappeler, que les spots en question seront identifiés et mentionnés au sein de l'écran. Il y a plusieurs questions qui sont revenues, donc je ne sais pas si ça a été suffisamment clair, mais au-delà de cette identification, j'imagine que ce n'est pas une donnée suffisante pour considérer que le consentement est libre, éclairé et donné de plein gré. Alors, ouais, l'identification du spot, c'est quelque chose qui est demandé dans le décret. C'est pas lié au consentement. C'est juste d'informer le client qu'il y a un spot qui est substitué. Après, oui, comme vous le disiez, nous, on considère, et on a eu des discussions avec le régulateur là-dessus, c'est que on a 300 chaînes de télé qui sont sur nos set-top box, en moyenne. Et donc, évidemment, en tant qu'opérateur, on ne peut pas avoir 300 ou en tout cas une dizaine, une vingtaine d'écrans de consentement, comme on peut parfois l'avoir sur Internet quand on se balade de site en site. Donc là, on considère qu'on est légitime pour éviter aussi la fatigue du consentement. C'est quelque chose qui est important pour la CNIL. Et donc, on s'est équipé, alors soit de techno externes comme Big Telecom SFBX, soit des développements internes côté Orange ou SFR. Donc, on s'est équipé de CMP ou maison ou externe pour collecter ce consentement pour l'ensemble des chaînes. Et on indiquera évidemment, on respectera évidemment les guidelines de la CNIL qui sont sortis d'ailleurs récemment. Et on avait déjà une collecte qui avait été faite et on va adapter notre collecte pour respecter les guidelines de la CNIL qui sont sortis la semaine dernière. Voilà. Donc, consentement activable par voie de télécommande. Par voie de télécommande avec un bouton tout accepter, tout refuser, l'information sur les partenaires donc les partenaires soit audiovisuels, soit d'autres partenaires qui sont susceptibles d'utiliser les données et voilà. Et donc et c'est vraiment là pour le coup conforme à ce qu'on voit sur le reste du marché digital. Et c'était déjà le cas sur le replay d'ailleurs, Christophe. Ouais, c'était déjà le cas sur le replay. Après, il y a une petite adaptation qui va avoir lieu puisque les guidelines de la CNIL ont précisé certains aspects sur le design du consentement, etc. qu'on va appliquer. Voilà, recommandation qui date de la semaine dernière, enfin d'il y a 10 jours. François-Xavier, je crois que pour vous, le sujet du consentement est primordial. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Oui, tout à fait. Chez The Trade Desk, on est effectivement très soucieux du respect de la vie privée des utilisateurs et du respect de la loi également. Je pense qu'on a fait un très mauvais travail au début de la publicité digitale pour expliquer aux utilisateurs finalement quel était le bénéfice de la publicité ciblée et qu'est-ce qu'on allait faire de leurs données. Je crois qu'on a une deuxième chance aujourd'hui avec l'essor de la télévision adressée pour pouvoir être davantage éducatif dans notre approche et bien expliquer quelle sera effectivement l'utilisation des données et quel sera le bénéfice pour l'utilisateur, car en réalité, tout ce contenu qui sera consommé en télévision est d'une certaine façon gratuit, car financé par la publicité. Et plus la publicité est ciblée, plus elle est rémunératrice pour les producteurs de contenu et pour les chaînes de télévision. Et donc, il est très important qu'on n'assiste pas à un rejet de la publicité ciblée, comme on a pu l'assister finalement dans le digital avec l'essor des adblockers. Je pense que tout ça est lié à un contrat moral qui doit exister entre les audiences, évidemment, les producteurs de contenu et les acteurs de la publicité.
On me redemande, Maëlys Crassard me demande si on doit obtenir donc le consentement des utilisateurs doit être obtenu, certes, mais est-il renouvelé, demandé plusieurs fois dans le mois, trimestre, année? Et j'ai une autre question. On me demande, Eric Ravary, on me demande à quel taux d'acceptation opt-in vous attendez, ou en tout cas vous estimez, s'il est possible d'y répondre. Alors, sur le fait de poser des questions, en fait, pour le coup, c'est ce que a dit la CNIL il y a une dizaine de jours. Que ce soit accepté ou refusé, c'est sur une période qui reste encore à déterminer. On est aujourd'hui sur 13 mois. Quand vous acceptez ou vous refusez, on ne repose pas la question avant l'expiration de la durée du consentement. Donc ça, pour le coup, il n'y aura pas une demande si vous refusez tous les semaines ou tous les mois de demande pour vous accepter à nouveau. Ça, on va conformer aux guidelines de la CNIL. Après, sur le taux d'opt-in, on a des chiffres aujourd'hui sur des taux qui étaient avec des parcours un peu différents, puisqu'on avait souvent un accepté et un paramétré. Là, la CNIL a reprécisé le fait qu'il fallait faire apparaître un bouton tout accepter, tout refuser dans ses guidelines. Donc là, le taux va bouger, mais pour le coup, aujourd'hui, on a des déploiements, nous, courant novembre sur un premier lot. Et donc là, j'aurai une meilleure visibilité du taux que l'on va avoir. On espère qu'il sera le meilleur possible, dans le respect, comme le disait FX, de nos clients, et d'avoir une approche quand même assez, on va dire, pédagogique de pourquoi on fait cette collecte et pour permettre justement le développement des services audiovisuels. Et donc là, c'est un peu tôt pour parler de taux, puisqu'on est en train de changer un petit peu nos parcours. Donc, voilà, on verra. J'espère au moins plus de 50%, on verra le taux. D'accord. Ok, merci beaucoup. Alors, on a parlé lors de la préparation, voilà, la télé adressée ne va pas arriver du jour au lendemain. Il va y avoir un calendrier de déploiement avec une montée en charge très surveillée. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de ce calendrier de déploiement, Vincent? Oui, tout à fait. Alors, j'ai commencé à l'aborder tout à l'heure, mais en gros, nous, donc, en effet, on lance avec Adressable.tv notre première phase qui est la phase pilote. Donc, cette phase pilote, on va avoir un nombre de box qui est éligible qui va être limité. Donc, c'est la phase qui précède celle du MVP qui va démarrer le mois de janvier, où là, on aura à peu près 4,5 millions de box. Donc là, sur cette phase pilote, on n'a pas d'engagement formel des deux opérateurs avec lesquels nous avons signé, mais on sera aux alentours en novembre-décembre entre 500 et 1 million de box éligibles. Sur cette phase pilote, nous, on va proposer 3 typologies de ciblage. La géolocalisation, la composition du foyer et enfin les fameux usages télé qu'évoquait Christophe. Ce qui est important de noter, c'est que Christophe l'a abordé, mais c'est vrai que les opérateurs collectent la donnée d'usage, etc., mais surtout parlent la même langue. Quand on parle d'usage télé, c'est-à-dire que ça va être un tiers des plus petits, un tiers des moyens, un tiers des plus grands. Donc, ce qui est important, et on s'est nourri des courbes d'expérience passées, c'est que on va parler la même langue entre les différentes parties prenantes de cet écosystème. Donc là, on n'est plus sur cette phase pilote d'Adressable.tv, on n'est plus sur une histoire de POC, on est vraiment entre guillemets grandeur nature. Donc là, on a bien évidemment commencé à communiquer sur ces offres, on a une attente forte du marché, donc on aura une dizaine de campagnes sur cette fin d'année. Donc ça, c'est cette première phase qui à ma connaissance, exclusive à France Télévisions, puisqu'on est à date les seuls à avoir contracté ces deux contrats. Il y a également d'autres contrats en cours avec d'autres chaînes. La deuxième phase, ça va être la phase MVP. Donc cette phase MVP, elle va avoir un double intérêt. C'est à la fois, elle va permettre de couvrir un nombre de box éligibles beaucoup plus important. Et le deuxième point, c'est des opportunités de ciblage également beaucoup plus nombreuses. Donc ça, nous, on est en train d'avancer et on va aller plus loin que les 3 ciblages que j'ai évoqués dans notre première phase pilote. Et puis ensuite, donc en horizon août-septembre 2021, là, pour le coup, on aura passé cette contrainte technique qu'on s'est fixée avec les opérateurs. Et là, je dirais, on n'aura plus de contraintes d'horaire, on n'aura plus de contraintes de nombre de spots par écran, on aura
je dirais, plus que le cadre entre guillemets réglementaire. Et donc là, on pourra, encore une fois, avoir à la fois un parc de box, un inventaire qui sera beaucoup plus conséquent que durant les 2 premières phases que j'ai évoquées. Ça, c'est sur la première phase. Et encore une fois, on va avancer en premier lieu avec les opérateurs, les fournisseurs d'accès Internet, les fameux opérateurs et les 4 FAI. Après, je lisais une question en parallèle, je l'ai évoqué, mais il y a également l'univers TNT qui représente certes un bassin d'audience plus limité, mais et avec des opportunités de ciblage plus limitées également, parce que ça sera que géoloc. Donc, j'ai vu une question. Donc, ça, nous, on est en discussion. On avait d'ailleurs, ça fait 2 ans qu'on travaille et qu'on est en première ligne sur ce sujet chez France Télévisions, qu'on a effectué tout un tas de POC, et notamment avec un acteur comme TDF. Et donc là, on devrait annoncer courant 2021 des partenariats pour, en effet, enrichir ce premier univers de réception qui est les box par l'univers TNT. Et puis, le dernier point, ça sera en effet le satellite. Et donc là, ça représente une mineure partie des audiences, plus aux alentours de 10%. Donc, vraiment, on aura, entre guillemets, à la fois une montée en charge progressive, un inventaire qui va mécaniquement augmenter, mais donc ça va se faire dans le temps avec les contraintes calendaires que je viens d'évoquer. Alors Christophe, je crois que ce sont les opérateurs qui ont tenu à ce que cette montée en charge soit maîtrisée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il ne serait pas judicieux de faire le contraire? Alors, on parlait des enjeux technologiques. Il y a un enjeu évidemment de visibilité, entre guillemets, la substitution qu'on n'envoie pas, ça soit sans couture. Donc ça, quelque part, c'est assez facile à gérer. On a tous les opérateurs, là, on fait des déploiements qui vont bien sur les box pour que ça ne se voit pas. Par contre, il y a un vrai enjeu où parfois, surtout quand on vient du monde digital, on ne se rend pas forcément compte, c'est qu'il y a un enjeu aussi d'infrastructure. Passer d'un flux multicast à un flux OTT Internet sur des millions de box, ça fait un pic de charge sur le réseau qui est énorme et qui, sans optimisation, sans travail de la part investissement de la part de l'opérateur, ça ferait tomber le réseau de Bouygues Télécom tout simplement et des autres opérateurs aussi. Une coupure pub en prime time, je pense que notre réseau il est par terre. Donc déjà, on va y aller progressivement parce que même s'il y a des enjeux business forts, pour nous, d'abord, l'important, c'est nos clients. C'est que nos services fonctionnent, que notre réseau fonctionne, que le service télé fonctionne normalement. Et donc, on va y aller progressivement. Et c'était le but du MVP, c'était d'y aller progressivement pour apprendre parce que, encore une fois, c'est unique au monde. Donc, on va découvrir un petit peu tous les problèmes auxquels on n'a pas pensé. Il y aura aussi des choses qui seront super, mais il y aura peut-être aussi des problèmes qui vont arriver. Et donc, c'était une montée progressive. Et puis, nous, on avait aussi un problème sans me parler du détail des modèles économiques, mais ces investissements, ils ont un coût pour l'opérateur qui se chiffre en plusieurs millions. Et il fallait aussi qu'on trouve des accords. Et donc, on en a déjà trouvé, nous, avec France TV et Canal+, et puis d'autres qui viendront courant octobre et novembre, où il fallait qu'on ait un accord pour arriver à financer ce projet. Donc, voilà. Mais en tout cas, l'enjeu pour nous, il est vraiment d'y aller progressivement. Et donc, nous, par exemple, comme tout déploiement d'ailleurs de features, on va partir sur au début 10 000 box, 20 000 box, et puis 50 000, et puis 100 000, et puis 500 000. Et sur 2021, on espère avoir facile entre 1 à 2 millions de box adressables en première année, phase MVP, et après, évidemment, on déploiera sur le reste de notre parc. Juste pour rebondir sur ce que vient de dire Christophe, c'est vraiment important, c'est-à-dire qu'on est sur l'univers de la télé, on a une exigence qu'on retrouve nulle part ailleurs. On ne peut pas se permettre en télévision d'avoir un buffering, un temps de chargement, c'est impensable. Et donc, c'est la raison pour laquelle, en effet, la substitution, elle doit s'effectuer à l'image près. Et c'est la raison pour laquelle Christophe a évoqué ce sujet. Et je rebondis sur notre question. C'est important parce que, notamment sur le mode transactionnel, etc., on ne va pas jouer aux gendarmes et aux voleurs sur les publicités qui seraient de mauvaise qualité ou autre. Donc, on a un process qui est établi, qui d'ailleurs était déjà établi avec les opérateurs sur la partie IP télé, replay IP télé. Et donc, on va avoir un niveau d'exigence extrêmement élevé. Et je rebondis également sur notre question qui figure à l'écran. Et en effet, les spots, ils seront soumis à la validation RPP. Donc, on est sur une diffusion télé. Donc, je dirais, il y a 2 garde-fous. C'est en effet la qualité des copies créatives et la qualité technique. En effet, il faut que la substitution se fasse à l'image près. Et puis, naturellement, on est dans la diffusion télé. Et donc, chaque spot sera soumis à la RPP, comme c'est le cas aujourd'hui sur la télévision linéaire sans segmentation.
Autre question sur la portée de cette nouveauté publicitaire. Donc nous avons France Télécom et France Télévisions pardon, et Bouygues Télécom avec nous. Mais j'ai envie de demander à la chaîne et à l'opérateur si cela va concerner tous les opérateurs et toutes les chaînes. Oui, naturellement, nous, on était ravis d'annoncer ces signatures cet été et d'avoir été les premiers à avoir contracté des accords avec Orange et Bouygues Télécom. Mais naturellement, on ne peut pas se satisfaire de couvrir que la moitié des partenaires, même si Orange et Bouygues Télécom représentent déjà beaucoup d'audience. Donc naturellement, on est en discussion avec les deux autres opérateurs. On est naturellement également confiant sur le fait de trouver un accord. Et ce qui est singulier, c'est que c'est le mode opératoire qui n'existe nulle part ailleurs. C'est qu'en effet, il y a nécessité à se mettre d'accord entre une chaîne de télévision représentée par sa régie publicitaire, un opérateur sur le process, le modèle économique. Mais on est confiant là-dessus pour avancer rapidement sur la partie box. Et puis, je l'ai encore dit précédemment, on parle naturellement des box, mais il y a l'univers TNT également. On est en discussion avec un acteur comme TDF. Et puis après, on verra en dernier temps le volet satellite, le mode de réception par satellite. Christophe, côté opérateur? Alors, côté opérateur, déjà, il y a un travail collectif des opérateurs, parce que là, pour le coup, je parle au nom de mes collègues et concurrents, on va dire, Orange, SFR et Free, qui ont travaillé de manière commune sur ce projet-là. Donc ça, Free, qui n'était pas forcément membre de la F2M il y a quelques années, a rejoint la F2M pour travailler sur ce sujet. Donc les 4 opérateurs travaillent sur le sujet de la télé segmentée. Et après, au niveau chaîne, on est dans une phase de négociation. Nous, on a annoncé déjà des accords avec France TV, Ravi et Canal+, et d'autres à venir. Et on travaille aussi, on a une approche là qui est pour l'ensemble du marché, où on travaille donc non seulement à discuter des négociations avec TF1, France TV, M6, mais aussi Canal, Énergie, l'équipe, Media One, etc. Donc vraiment on discute avec l'ensemble des chaînes pour fournir ce service à un maximum de chaînes du marché en fait. Alors, maintenant qu'on a fait le point sur l'ensemble de la portée du décret, ce qu'elle implique, alors on reviendra sur certaines questions, je rassure les webinautes, des questions techniques et précises en fin de séquence. Je voudrais qu'on examine ensemble la valeur, en fait, et le bénéfice pour l'ensemble des parties prenantes. Les parties prenantes aujourd'hui, c'est le téléspectateur, c'est l'annonceur, les chaînes, les opérateurs, tout l'écosystème qui travaille avec les agences médias et tout l'écosystème qui travaille à leur côté. On va peut-être commencer par l'annonceur, puisque finalement, on en a beaucoup derrière l'écran. François-Xavier, qu'est-ce que l'annonceur va gagner dans cette nouveauté? Alors, pour reprendre un peu les propos qui ont été tenus par Vincent aussi en début de webinaire, effectivement, oui, il va y avoir un certain nombre d'avantages et de bénéfices pour les annonceurs. Dans un premier temps, la capacité à pouvoir cibler. Donc, pour les annonceurs nationaux qui ont des prises de parole indifférenciées de façon géographique, ces annonceurs vont pouvoir rajouter une couche de données pour pouvoir, par exemple, je prends l'exemple de sociétés qui fabriqueraient des couches, pouvoir toucher les foyers avec des jeunes enfants. Il y a clairement un gain en termes d'efficacité qui va être phénoménal pour ces annonceurs-là. Et ça va, à mon avis, redéfinir effectivement les campagnes nationales, la façon dont ces annonceurs gèrent leurs campagnes nationaux à court moyen terme. La notion de répétition aussi, qui sera évidemment beaucoup mieux maîtrisée et qui va permettre davantage d'efficacité également. Évidemment, ça va ouvrir le champ des possibles à des annonceurs qui n'avaient pas accès à la télévision du fait de son coût, des annonceurs locaux. Vincent en parlait aussi tout à l'heure. Je pense que c'est une véritable opportunité pour cette typologie d'annonceurs qui n'avaient pas forcément les moyens d'aller en télévision et qui, grâce à ces nouvelles capacités de ciblage, vont pouvoir parfaitement définir leur cible et donc investir de façon beaucoup plus stratégique en télévision. Et puis, évidemment, les annonceurs locaux, donc ces annonceurs locaux qui aussi n'allaient pas forcément en télévision nationale parce qu'il y avait une perdition importante sur leur diffusion et qui vont pouvoir du coup avoir une approche beaucoup plus tactique. Alors effectivement, le SNPTV a fait une étude de projection où on estime à 41% le taux de nouveaux annonceurs, 28% pour les petits, moyens, suivis des gros, enfin 28% pardon pour les gros annonceurs et 26% pour les petits.
Vincent, au-delà de votre analyse sur l'intérêt pour les annonceurs, est-ce qu'on pourrait, puisque c'est quelque chose qui a été demandé, avoir une idée des tarifs ou en tout cas de la logique qui va les guider? Et j'ai d'ailleurs une question assez précise aussi sur la dévalorisation des spots qui seront substitués. J'en profite, hein, je casse tout en même temps. Ok. Eh ben, je vais en profiter également pour rebondir sur ce que vient d'évoquer François-Xavier. C'est que les bénéfices semblent être évidents. Alors après, naturellement, on va avancer avec ces annonceurs pour nourrir la preuve par l'exemple. Il semble évident pour les annonceurs, mais également pour les téléspectateurs, puisque c'est aussi tout notre enjeu. Hein. C'est en ayant une publicité qui soit ciblée et qui réponde à la fois soit des critères géographiques, soit des ciblages comportementaux, des centres d'intérêt, etc. Ça va être également l'objectif, c'est d'avoir une publicité qui soit plus concernante pour le téléspectateur. Et si je devais faire référence à un cas, notamment au UK, manifestement, Sky communique sur un taux de switch de la publicité qui diminuerait de l'ordre de 48%. Donc, en effet, les bénéfices, ils sont naturellement pour les annonceurs, mais en premier lieu pour les téléspectateurs. Sur le prix, donc on sera en effet sur une monnaie d'échange qui sera le coût pour 1000. Alors, nous, on a des fourchettes de prix, on est en train de travailler là-dessus. Ils vont se situer entre 25 et 50 euros en fonction de la typologie de ciblage qui sera choisie, avec la possibilité également d'avoir, pour le coup, des dispositifs sur mesure. Christophe en parlait en préambule, hein, c'est-à-dire qu'on aura également la possibilité d'avoir un annonceur qui, entre guillemets, via sa base CRM, arrive et puis on croise ça grâce aux différentes parties prenantes et puis on aura la possibilité de cibler spécifiquement, je ne sais pas, ces prospects chauds, etc. Et donc là, on sera sur des monétisations vraiment sur mesure. Donc en termes de prix, coût pour 1000, et puis ça va naturellement varier des critères qui seront choisis, hein, parce que le risque aussi, hein, c'est l'ultra ciblage, donc il va falloir être vigilant aussi parce que si on démultiplie les ciblages, à un moment donné, on va se retrouver avec un bassin d'audience qui sera limité, malgré la puissance de feu de la télévision. Donc, nos coûts pour 1000 vont évoluer en fonction de la typologie des ciblages et puis naturellement du volume de la cible en question, puisque, encore une fois, plus on a une approche granulaire, plus on cible un segment d'audience qui sera fin, plus le CPM augmentera, naturellement. Et sur cette histoire de spot qui n'est pas diffusé dans une campagne nationale, vous êtes en… Oui, alors il y a 2 points. Il y a sur le point à très court terme, nous on a décidé de résoudre le sujet en utilisant des campagnes qu'on propose à destination de nos partenaires. On a un certain nombre de partenariats, donc on va piocher dans ces campagnes afin de substituer les spots en question. Donc là, peut-être rappeler 2 modèles, hein, c'est-à-dire qu'il y a l'intégration pure et dure, donc un annonceur qui n'a pas de publicité diffusée en linéaire et qui va s'intégrer dans le spot. Donc là, encore une fois, on va substituer des campagnes qu'on va piocher dans notre campagne partenaire. Ou alors, il y a l'autosubstitution. Donc là, un annonceur qui est présent, c'est le cas que citait François-Xavier juste en préambule, et qui va s'auto-substituer sur une zone géographique ou sur un ciblage, par exemple, les petits usages télé, par exemple. Et puis d'autre part, sur la mesure d'audience, le marché est en train d'avancer avec Médiamétrie, de sorte d'être en mesure, quand il y aura des annonceurs qui seront substitués, non pas par leur propre marque, mais par une marque autre, pour être en mesure de quantifier l'audience qui aura été substituée et le fait qu'ils ne soient naturellement pas pénalisés dans leur plan classique linéaire. Alors, vous avez également parlé du téléspectateur de manière naturelle. Donc, je passerai directement aux agences médias, ce que ça va leur apporter au reste de l'écosystème, ça veut dire tous leurs partenaires. Et j'aimerais que ce soit François-Xavier qui s'exprime sur le sujet. Merci, Vanina. J'aimerais quand même revenir sur les téléspectateurs parce qu'il y a un certain nombre de points qu'on n'a pas abordés. Donc, évidemment, la pertinence de la publicité est très importante et ce que va pouvoir apporter le ciblage sera évidemment une amélioration de l'expérience pour les audiences. Mais au-delà de ça, je pense qu'il faut aller plus loin. Il y a une notion de reprise de valeur évidente en enrichissant la publicité télé de données qui va permettre aussi aux diffuseurs de pouvoir continuer à investir dans le contenu diffusé. Et ça, je pense que c'est un point qui est très important. On en a un peu parlé tout à l'heure en préambule également de l'évolution du marché des médias et de l'apparition de plateformes telles que Netflix, par exemple, que mentionnait Christophe tout à l'heure. Il y a un enjeu aussi pour les chaînes de télévision de production de contenu et de financement
de ce contenu. Et je crois que un des grands bénéfices que pourrait générer la publicité ciblée en télévision, c'est de pouvoir recréer de la valeur et pouvoir permettre justement aussi aux diffuseurs de pouvoir produire du contenu de qualité qui puisse aller au niveau de ce que peut proposer ces plateformes comme Netflix, qui ont finalement quasiment chèque en blanc pour pouvoir investir dans le contenu. Je prendrai l'exemple du film qui a été produit par Netflix de Scorsese, qui a coûté 250 millions de dollars et qui est passé l'année dernière sur la plateforme Netflix. Je pense que voilà, ça met quand même en exergue aujourd'hui un autre challenge pour les diffuseurs, qui est la qualité du contenu qui doit être proposé aux audiences. Et je pense qu'en réussissant à recréer de la valeur sur l'inventaire publicitaire et en y ajoutant de la donnée, a priori, on devrait y arriver. On devrait aussi pouvoir améliorer l'expérience et le contenu qui sera diffusé auprès de ces audiences. Je pense que ça, c'est un des bénéfices clés qu'il faut aussi mettre en avant dans cette logique d'éducation et de transparence vis-à-vis des utilisateurs, leur expliquer aussi qu'en ajoutant du ciblage, on va pouvoir aussi leur proposer du contenu qui sera de meilleure qualité ou en tout cas de qualité équivalente à ce qu'ils peuvent avoir sur d'autres plateformes. Ensuite, FX. Et alors, c'est hyper important, c'est-à-dire c'est ce qu'on disait en préambule. L'univers de concurrence, il a fortement évolué. Objectivement, tous les groupes audiovisuels ont fait évoluer leurs offres de sorte de toucher tous les publics, tous les écrans, etc. Et d'ailleurs, ça porte ses fruits. Un acteur comme Netflix en France génère moins de vidéos notes uniques qu'une plateforme comme MyTF1 ou France.tv. Donc, on a su évoluer. Après, on ne travaillait pas à armes égales. Et donc, en effet, la publicité est un des axes et le bénéfice, c'est en effet cette capacité pour les groupes audiovisuels de continuer à produire des fictions de qualité, d'être compétitifs sur notamment l'achat de droits sportifs. Christophe en parlait, mais c'est vrai que l'année prochaine, France Télévisions, on va partager les droits de Roland-Garros avec un acteur comme Amazon. Dans le passé, c'était Eurosport, par exemple. Donc, c'est vrai que nous, on a un modèle hybride chez France Télévisions, mais il est important de soutenir, je dirais, la production française, la production européenne, je dirais même, et ça passe notamment par la publicité. Alors, si tu veux bien et que j'ai encore le temps, je pense qu'il y a un enjeu de productivité qui est énorme aujourd'hui. Enfin, la crise qu'on traverse et qu'on a traversé a révélé que le marché sur lequel on était extrêmement challengé et que les agences médias vont avoir des enjeux de productivité au même titre que la reprise de valeur est essentielle pour les chaînes de télévision. Elle va être essentielle également pour les agences médias. Pour remettre un petit peu dans le contexte, la télévision est un média qui existe et sur lequel on opère des transactions pour la publicité depuis plus de 50 ans et qui n'a jamais réellement évolué. Les agences médias ont été extrêmement ont une pression très importante des annonceurs, ont aujourd'hui des zonos sur les achats télé qui sont extrêmement challengés. Et je pense que ça va être une formidable opportunité pour les agences que de pouvoir à terme, via la plateformisation des achats, opérer en programmatique les achats télé, qu'ils soient linéaires ou délinéarisés, et de pouvoir apporter plus de valeur et d'intelligence à ces achats télé grâce à des plateformes telles que The Trade Desk. Ça, je pense que c'est un point essentiel. Ça va soulever aussi d'autres challenges qui vont être des challenges plutôt organisationnels. Qui va acheter la télévision lorsqu'elle sera opérée en programmatique et évidemment des challenges culturels puisque les populations acheteurs télé aujourd'hui en agence ne sont pas du tout les mêmes que les populations d'acheteurs digitaux, évidemment. Alors, j'anticipe sur les questions. Il y a des vraies questions là dans les webinotes sur le programmatique. Et François-Xavier, on en a beaucoup parlé en préparation. Il y a une modification culturelle qui est probablement à attendre. Donc, je vous pose la question à tous. Quid de la programmatisation de ce type d'achat? J'anticipe un peu sur ma question de conclusion, mais elle a l'air d'être très présente. Je vais vous laisser parler, puis je conclurai. D'accord. Allez, je me lance, François-Xavier. Concrètement, le mode transactionnel il va être en gré à gré sur cette première phase. Donc, nous, pilotes, là, on va avoir des campagnes dès le mois de novembre. Donc, toutes les campagnes seront entre guillemets sur le mode transactionnel gré à gré, donc l'édition d'un ordre d'insertion, etc. Le process, je dirais, très classique, antérieur à l'arrivée du programmatique. Nous, très rapidement, début 2021, la télévision segmentée sera également disponible via notre plateforme AdSpace.
qui est notre plateforme d'achat des écrans linéaires télé et qu'on a d'ailleurs enrichi sur une partie de l'inventaire digital. Et puis, naturellement, notre objectif, c'est d'être disponible sur l'ensemble des modes transactionnels. On ne peut pas parler d'automatisation dans l'achat média télé digital, de parler de plateformisation, sans naturellement évoquer le cas du programmatique. Et notre objectif, c'est naturellement de travailler avec des acteurs comme The Trade Desk, pour les citer, et faire en sorte que la télévision segmentée soit également disponible en programmatique. Et ça viendra dans un temps 2, puisque naturellement, comme vous l'avez vu, il y a déjà on a déjà plusieurs intermédiaires, et notamment les opérateurs, donc on va s'assurer que tout fonctionne correctement avant d'ouvrir à ce nouveau mode transactionnel. Avant-dernière question sur… Non, excusez-moi, j'aurais voulu laisser aussi la parole à François-Xavier là-dessus, j'en suis navrée. Peut-être que Christophe veut ajouter un point là-dessus. Un petit mot opérateur. Nous, on n'a pas de rôle, pour le coup. On a un rôle d'énableur technique. Donc là, le fait que les achats programmatiques soient autorisés ou pas, ça, c'est la chaîne de décider. Par contre, nous, en tant qu'énableur technique, on travaille évidemment à permettre techniquement le fait qu'il y ait du programmatique garanti, informatique sur nos box. Après, on est dans un écosystème télé, sur des box opérateurs, donc il y aura quand même un certain nombre de process de la télé, pour le coup, qu'on va garder, parce que ce soit programmatique ou gré, de toute façon, il faut que ce soit sans couture et sans impact sur l'expérience de nos clients. Et on travaillera des tests, sûrement, évidemment, avec The Trade Desk et d'autres DSP du type Athémia, etc. Voilà. Moi, je dirais que pour conclure ce qui a été dit, on a la conviction chez The Trade Desk que l'ensemble des médias qui seront digitalisés ou pourront être digitalisés finiront par être opérés et achetés en programmatique. C'est la vision de nos fondateurs, et la question n'est pas de savoir si ça se fera, mais plutôt quand est-ce que ça se fera. On a eu le point de vue de l'offre, on va dire, mais comme on le sait tous, un marché, c'est l'équilibre entre l'offre et la demande. Et moi, je crois que la demande, pour les raisons que j'ai évoquées un peu plus tôt sur les challenges auxquels sont confrontés les agences médias, mais également les challenges des annonceurs. On est aujourd'hui on traverse une crise qui va forcément obliger l'ensemble de l'écosystème à réfléchir sur la productivité finalement des investissements et s'assurer qu'on investit au bon moment, au bon endroit, et qu'on dépense pas son argent inutilement lorsqu'on est un annonceur, et que du coup, effectivement, le programmatique est un outil qui le permet. Et donc, moi, je ne serais pas surpris de voir une pression plus importante venant de la demande qui pourrait potentiellement accélérer l'adoption du programmatique côté offre. Voilà, donc on verra si ma prédiction se révèle être juste ou pas, mais je pense que les agences vont être extrêmement moteurs, ainsi que les annonceurs d'ailleurs, dans l'accélération de ce processus, et que peut-être qu'on sera, et que mes amis Christophe et Vincent seront dans l'obligation de revoir leur copie et d'accélérer leur agenda. Le programmatique, pour le coup, sur les box big, il sera techniquement possible dès le MVP. Après, c'est l'expérience client et les process qui feront qu'on mettra quand même du temps avant d'arriver au programmatique. Alors écoutez, je vous propose de conclure par le mot de la fin avant de passer quelques questions. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire pour conclure ce débat sur cette nouveauté? Qu'est-ce qu'on peut attendre de l'avenir? Et est-ce que ça se rattache à un phénomène plus général? Alors je laisserai peut-être la parole à chacun de vous. Je ne sais pas qui souhaite commencer, peut-être François-Xavier? Oui, bien volontiers. Alors, je pense qu'on a bien couvert le sujet ce matin, et c'était très intéressant effectivement d'avoir le point de vue des différents partis. Je pense qu'on constate bien qu'il y a un phénomène de fond qui est en train de s'opérer, et que l'ensemble des partis est engagé à 100% pour accompagner cette évolution. Nous, c'est quelque chose, comme je le disais tout à l'heure, qu'on appelle de nos voeux. On est évidemment très intéressés et prêts à accompagner l'ensemble des acteurs du marché dans ce sens-là. Je dirais que une des spécificités du marché français, c'est que c'est le marché français, que donc il est très différent de ce qui a pu être fait aux États-Unis. Une des chances que l'on a également, c'est que aujourd'hui, les acteurs de la télévision sont des acteurs qui sont suffisamment puissants et qui sont finalement encore en capacité de pouvoir endiguer la montée en puissance des plateformes qu'on a évoquées. Je pense que c'est de leur responsabilité aujourd'hui de faire en sorte que la télévision ne tombe pas entre les mains, le marché de la télévision ne tombe pas entre les mains des GAFA, qu'on a la possibilité de pouvoir créer notre écosystème et d'avoir une offre qui soit
légitime et pertinente pour les annonceurs et les agences médias. Et donc, il faut qu'on travaille tous main dans la main et qu'on soit attentif pour ne pas finalement abîmer cette magnifique opportunité que l'on a devant nous. Vincent et Christophe? Non, pour l'opérateur, on est très excité par le projet, hein, puisque, encore une fois, il y a un challenge technologique qui est important. Évidemment, dans le respect de la vie privée de nos clients, parce que c'est quand même quelque chose qui est important pour nous, qui est le plus important d'ailleurs sur le sujet. Mais vraiment, là, pour le coup, nous, on le voit comme une opportunité de diversification, d'apprendre des nouveaux métiers aussi, puisque, comme je l'ai dit à l'introduction, c'est un nouveau rôle pour nous. Et donc, vraiment, nous, on se positionne vraiment en enabler technologique pour accompagner le marché à sa croissance et lutter contre les GAFA ou autres, parce qu'il n'y a pas que les GAFA, pour accompagner nos partenaires que sont les chaînes de télé. Et Vincent? Merci. Non, mais enfin, je pense que vous l'aurez compris, nous, on est extrêmement enthousiastes. On l'a dit, je l'ai dit en préambule, l'univers de concurrence, il a fortement évolué. J'ai l'émergence de nouvelles plateformes. Nous-mêmes, d'ailleurs, acteurs télé, on va lancer le 20 octobre prochain la plateforme Salto. Donc, en effet, le paysage média a fortement évolué. Parallèlement à ça, le marché publicitaire, lui, s'est fortement concentré. Et François-Xavier l'a dit, il y a une puissance des groupes audiovisuels télé en France qui est inégalée. Encore une fois, et ça s'est renforcé durant le confinement. Je vous donnais un chiffre, mais on a quand même atteint 4h42 de DEI, donc durée d'écoute individuelle quotidienne en télévision au mois d'avril dernier. Et là, la tendance de septembre, elle semble se confirmer puisqu'on a encore gagné 17 minutes par rapport à septembre dernier. Donc la puissance, elle est là. Il fallait qu'on puisse, entre guillemets, tendre vers une forme d'équité pour pouvoir proposer des opportunités à nos clients, à nos premiers clients, les annonceurs. Donc nous, on est extrêmement enthousiastes à l'idée d'accompagner ce marché qui s'articule sur ces trois piliers. La puissance, je viens de l'évoquer. Le ciblage, c'est le sens même de ce décret et des nouvelles opportunités. Et enfin, la simplification. Et on l'a dit, donc les chaînes de télé, donc nous, on a lancé notre plateforme AdSpace qui vise vraiment à simplifier le mode d'achat et naturellement le programmatique qu'évoquait François-Xavier. Donc, à partir du moment où on coche ces trois piliers forts qu'on fait le succès de ces grandes plateformes américaines, pour ne pas les citer, associés aux nombreux atouts dont disposent les groupes audiovisuels. Je pense, on parle de brand safety, de contenu de qualité. Enfin, voilà, la liste est longue. On est sur l'écran le plus grand, qui fait 10 fois la taille d'un smartphone. Enfin, bref, les atouts sont nombreux. On aura les moyens, j'espère, de rivaliser avec ces nouveaux outils. Merci à tous. Alors, il reste 168 participants, donc on a encore quelques questions à vous poser, sans retenir bien sûr trop les gens. La première, ça sera celle de Flora Veilleur, qui a posé la question 2 fois, donc j'aimerais qu'on lui réponde, une fois au début, une fois à la fin. Voilà, on souhaiterait savoir si l'offre, alors ça c'était la deuxième, mais je crois que la première, c'était sur territoire d'outre-mer en général. Voilà, est-ce que cette offre sera disponible sur ces territoires-là? Alors, si je peux me permettre de rebondir, donc nous, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais en effet, il y avait des infrastructures importantes côté opérateur, mais également côté chaîne de télé, puisqu'il y avait un marquage, il est nécessaire d'effectuer un marquage. Donc nous, au lancement de cette phase pilote, donc dès le mois de novembre, on aura 2 chaînes, France 2 et France 5. Dès la phase MVP, on va l'enrichir de France 3 et France 3 régions. Donc, ils seront éligibles à la publicité segmentée. En revanche, comme vous le savez, sur Première devient qu'une plateforme entre guillemets numérique. Donc, on aura naturellement la possibilité de faire de la publicité segmentée sur notre plateforme Première, à l'instar de ce qu'on fait sur le digital. Mais donc, vu qu'il y aura plus linéaire télé. Donc, après, il y a le réseau TNT et la partie au pylône avec le ciblage géographique. Donc, ça sera également une opportunité là-dessus. Ok. Question suivante posée par Alexandra Canu. Merci Romain. Ah, je vois qu'on a posé une colle. Non. Quelle différence en termes communs? Alors, Oui,
En fait, aux États-Unis, comme je dis, alors sur la télé adressable, c'est vraiment de l'inventaire opérateur, donc c'est du CPM, mais c'est vendu par les opérateurs. Après, sur la Connected TV, je ne sais pas comment c'est géré moi de mon côté. Je connais sur la partie adressable TV, puisqu'il y a une distinction aux États-Unis vraiment entre la Connected TV, donc la connexion Internet, la consommation de télé via Internet, et les box opérateurs. Après, Christophe avait déjà répondu à la question sur le partage des rôles, c'est-à-dire qu'en effet, Christophe l'a évoqué, aux États-Unis, les opérateurs disposent de temps publicitaire et c'est monétisé par leurs soins. En France, en effet, c'est les régies publicitaires des chaînes de télé qui sont en charge de l'ad decisioning et de la monétisation de leurs inventaires. Ok, merci beaucoup. Une question ensuite sur le choix du spot substitué. Je ne sais pas si on la retrouvera parce que j'ai oublié le nom de famille de la personne qui l'a posé. Comment sera substitué le spot et quel spot choisirez-vous de vous substituer? Ça, encore une fois, c'est donc du rôle des régies publicitaires télé d'effectuer ce choix. Donc, c'est les régies qui vont décider. Donc, je l'ai dit sur la première phase, nous allons substituer nos spots entre guillemets partenaires. Donc, on a un certain nombre liés aux accords de chaîne, etc. Donc, ça, on va substituer en priorité ces spots-là. Ça, c'est sur l'intégration spécifique d'un annonceur qui n'aurait pas parallèlement de plan en diffusion linéaire télé. Et puis, sur les annonceurs qui décideraient de s'auto-substituer, là, pour le coup, la réponse est claire. Mais donc ça, c'est sur la première phase. Après, quand on sera dans une seconde phase avec un inventaire plus conséquent, avec moins de limites sur le nombre de spots, parce qu'encore une fois, dans la phase de MVP, ça sera qu'un seul spot par écran. Donc là, on aura également avancé avec Médiamétrie, de sorte de pouvoir mesurer l'audience qui aura été éventuellement substituée pour éviter de pénaliser un annonceur qui aurait son plan linéaire qui aurait été substitué et donc être en capacité de l'optimiser, de le compenser par la suite. Donc ça va différencier en fonction des phases. Question de Nathalie Herman sur le sujet ARPP, si on retrouve cela dans les questions. Alors, on l'a, donc je pense que Romain ne la retrouve pas. La question de Nathalie Herman était de savoir si il y avait également une nécessité de validation par la RPP. Donc ça, oui, on l'a évoqué lors du webinaire. Il sera en effet nécessaire d'avoir une soumission à l'RPP avant d'une diffusion. Encore une fois, on est sur une diffusion télé, sur l'écran téléviseur. Donc, il est nécessaire d'avoir l'acceptation de la RPP. Après, ce qui sera intéressant là-dessus, c'est sur le sujet du repiquage adresse et de l'identification locale explicite, donc qui pourra être sujet à interprétation. Alors, pas sur le repiquage adresse, parce que là, pour le coup, c'est clairement interdit, à l'exception de France 3 Régions, par exemple. Mais en revanche, sur l'identification locale explicite, c'est peut-être un peu plus subjectif. Donc ça, en effet, ça sera notamment le rôle pour avoir l'acceptation avant diffusion. Ok, question suivante de Stéphane Vielcanet. Envisagez-vous d'intégrer des mesures d'impact Drive to Store pour compléter la mesure d'audience? Donc, c'est quelque chose qui a été, cet élargissement de ciblage a été évoqué au cours du webinaire. Là, on est sur une demande assez précise. Je ne sais pas, je vais peut-être prendre la parole, mais je vous laisse, Christophe, François-Xavier, compléter. Nous, notre ambition, clairement, on est convaincu qu'en effet, ces nouvelles opportunités, il y a un réel engouement, on le voit là, comme vous l'avez précisé, Vanina, on multiplie les présentations au sein des agences, etc. On sent un réel engouement. Après, naturellement, on est conscient qu'il va falloir nourrir la preuve par l'exemple, être en capacité à prouver l'efficacité de la publicité segmentée, et on va travailler avec des cabinets d'études et puis tout un tas de mesures d'impact pour prouver l'efficacité. Après, Christophe en a parlé, mais dans le cadre des accords avec des data providers, issus de l'univers de la grande consommation, par exemple, Christophe a évoqué le cas de Carrefour ou d'un acteur comme Relevancy, on aura aussi la possibilité, grâce à ces acteurs-là, de pouvoir mesurer l'impact jusqu'aux ventes online pour ces acteurs-là, jusqu'au ticket de caisse. Donc, notre ambition, c'est naturellement d'accompagner ces nouveaux usages, ces nouvelles formes de communication par des preuves d'efficacité.
Alors, je vais répondre moi-même à la question de Fangou Louis sur le fait que l'achat devait se faire. On me demandait si l'achat devait se faire par les opérateurs ou les chaînes pour aller plus vite. Je me permets de répondre les chaînes. Question suivante de Frédéric Sudre de Bordeaux ou Sudresse. Vu la durée limitée réservée aux spots ciblés, cela ne va-t-il pas limiter les possibilités de média planning pour les annonceurs? C'est-à-dire, enfin, encore une fois, il y a plusieurs phases. Donc, en effet, si on fait référence à la phase MVP, on a décidé, encore une fois, avec l'ensemble des parties prenantes, hein, les acteurs de SMPTV, les opérateurs, de limiter un spot par écran. Donc, mais je rappelle la puissance de feu de la télé, la puissance instantanée du média télé. Donc, on sera certes sur une montée en progressive du parc de box éligibles et des inventaires. Et ça va être fait progressivement. Passer cette phase MVP, on n'aura plus de contraintes à la fois d'emplacement du spot et du nombre de spots qui seront éligibles à la publicité segmentée. Donc, ça viendra, je dirais, naturellement. Après, c'est vrai, ça remet un peu de patience et c'est nouveau. Il y a plusieurs acteurs et donc c'est voué à croître dans le futur. Et puis également cette capacité à recueillir le consentement du téléspectateur. Dernière question, je suis désolée Vincent, vous êtes sous le feu des questions, mais c'est un peu normal, c'est vous qui lancez l'offre commerciale. Quel ordre, Brice Bonheur, quel ordre de priorité entre les achats via programmatique TV et adressable TV? Alors, oui, c'est vrai que fait référence à quelqu'un qui connaît bien notre offre. C'est vrai qu'on vient d'annoncer le lancement de notre offre en programmatique télé. Alors, à ne pas confondre avec la publicité segmentée. C'est-à-dire qu'à l'instar d'un autre acteur comme TF1, par exemple, qui l'avait fait avant nous avec The Trade Desk, c'est qu'on a désormais la possibilité aux annonceurs d'acheter nos inventaires linéaires télé, mais là, pour le coup, diffusés à l'ensemble des foyers via un DSP qui est Xander. Et donc, on a une monnaie d'échange qui est toujours au coût pour 1000, à ceci près que c'est des coûts pour 1000 garantis sur des cibles socio-démo ou CSP+. Après, il y a notre offre adressable.tv qui est donc là pour le coup l'offre de publicité segmentée. En termes de priorité, je dirais, nous, on effectue un yield. Alors, l'offre programmatique.tv est éligible de J-28 à J-4. L'offre adressable.tv, on est sensiblement sur les mêmes ordres de grandeur. On effectue notre propre yield, mais naturellement, c'est un nouvel écran, adressable.tv. On va, en fonction des opportunités de substitution, on va maximiser la diffusion au gré de la demande. Alors là, ce qui est vrai, c'est qu'on a une contrainte d'inventaire pour cette phase pilote qu'on aura également sur la phase MVP, mais c'est vrai qu'on a eu plus de demandes que d'offres sur cette phase-là, c'est entre guillemets mon problème, mais je dirais après, ça va être un yield, je dirais, mécanique qui peut s'opérer soit sur le mode transactionnel classique gré à gré, via Adspace, désormais via programmatique télé, et puis enfin via adressable.tv. Donc on aura un yield comme tous les acteurs le font sur les inventaires habituels, je dirais. Voilà, c'était la dernière question et j'espère n'avoir oublié personne et avoir pu traiter l'ensemble des questions sur ce tout nouveau sujet. Je voulais remercier nos 3 intervenants, remercier également Trade Desk pour son partenariat sur ce sujet éditorial. Je vous rappelle quelques chiffres clés. 2 minutes par heure, c'est donc aujourd'hui la durée des spots autorisés par le décret. 60 000 annonceurs locaux. C'est le potentiel aujourd'hui auquel nous pourrons ouvrir, enfin en tout cas nous, le décret peut ouvrir aujourd'hui la télévision ciblée. 50% de nouveaux entrants, c'est ce qu'a pu constater Sky UK sur le lancement de son offre et le SMPTV estime que ce nouveau marché pourra générer entre 200 et 300 millions d'euros d'ici 2022, revenus incrémentaux. Merci à tous, très bonne journée et bonne fin de matinée. Et je vous rappelle que dans le prochain supplément AdTech, du 12 novembre, voilà, on creusera encore plus cette nouvelle, en tout cas cette nouvelle opportunité publicitaire. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.